Un basculement discret a commencé aux portes des mines africaines. Pendant des décennies, l'Europe a parlé de partenariat, tandis que les contrats pétendent maintenaient une dépendance silencieuse aux ressources africaines. Et Carlos, que se passe-t-il quand cette logique est frontalement remise en cause par Ibrahim Traoré et que la question n'est plus pour économique, mais existentielle pour le monde, quand un nouvel ordre tente d'émerger. Ce récit ne porte pas uniquement sur des minerais, des contrats ou des flux commerciaux. Il engage une question plus large. Qui fixe encore les bémercles, les règles lorsque les rapports de force se déplacent? Ce que cette analyse promet est clair. Elle va comprendre comment la souveraineté économique africaine transforme déjà les équilibres mondiaux. Ah, derrière les discours officiels, les enjeux sont concrets. Stabilité politique, sécurité énergétique, crédibilité monétaire. Pour l'Europe, il s'agit d'un test stratégique majeur. Pour l'Afrique, d'une affirmation longtemps différée. Chaque décision prise aujourd'hui redessine les marges de manœuvre de demain. Le cœur du sujet n'est donc pas la rupture elle-même, mais ce qu'elle oblige chaque acteur à reconsidérer. Car lorsque les règles changent sans avertissement, ceux qui ne s'adaptent pas emménagent en peine le prix. Et si vous voulez retenir une idée pratique, c'est celle-ci: lire les signaux avant qu'ils ne deviennent des chocs. En quelques jours seulement, un signal a traversé les marchés mondiaux. Le prix du Koalt a été multiplié par 3 après une décision africaine ciblée. Ce choc n'était pas une anomalie conjoncturelle, mais l'indice visible d'un basculement plus profond que beaucoup n'avaient pas anticipé. Depuis plusieurs années, les relations économiques entre l'Afrique et l'Europe reposaient encore sur une symétrie acceptée comme normale. Les ressources stratégiques quittaient le continent à l'état brut, mais tandis que la valeur ajoutée se construisait ailleurs. Ce modèle, longtemps présenté comme pragmatique, a commencé à se fissurer lorsque certains États africains ont cessé de négocier à la marge pour agir au centre du jeu. Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette dynamique en posant une ligne claire. Le contrôle des ressources conditionne toute souveraineté réelle. Le contexte de cette rupture est essentiel. L'Afrique n'agit pas dans le vide, mais dans un environnement mondial marqué par la transition énergétique, la rivalité industrielle et la fragilité des chaînes d'approvisionnement. Le cobalt, l'or, l'uranium ou le pétrole ne sont plus de simples matières premières. Ils sont devenus des leviers géopolitiques. Lorsque ces leviers sont actionnés depuis le continent africain lui-même, l'effet dépasse largement le cadre régional. Ce changement s'appuie aussi sur une évolution psychologique. Pendant longtemps, la dépendance était intériorisée comme une fatalité historique. Aujourd'hui, elle est de plus en plus perçue comme un choix réversible. Ibrahim Traoré a cristallisé cette prise de conscience en liant directement dignité politique et autonomie économique, un discours qui trouve un écho bien au-delà du Burkina Faso. Ainsi, la mini-révélation n'est pas seulement celle d'un prix qui explose ou d'un marché qui panique. Elle tient dans un constat plus dérangeant. L'Afrique a compris que le pouvoir ne se demande pas, il s'exerce. Et cette compréhension redéfinit silencieusement les règles du jeu mondial.
pour saisir les effets concrets de ce basculement, il faut quitter les sommets diplomatiques et regarder les premiers les lieux de friction. Dans plusieurs capitales africaines, des ministères des Mines ont commencé à revoir des clauses longtemps considérées comme intouchables. Ces ajustements techniques ont produit des effets assez immédiats, souvent sous-estimés à l'extérieur du continent. Un premier microcas illustre cette dynamique. Après l'annonce de nouvelles exigences de transformation locale, des opérateurs européens ont suspendu des livraisons en attendant des clarifications contractuelles. En quelques semaines, des chaînes industrielles ont dû ralentir, révélant une dépendance bien plus forte que prévu. Le choc n'a pas été violent, mais il a été instructif. Le pouvoir de négociation avait changé de camp. Un second cas, plus discret, concerne les administrations locales. Des recettes fiscales autrefois marginales ont commencé à augmenter grâce à des mécanismes de contrôle renforcés sur les exportations. Cette amélioration, encore fragile, a permis de financer des infrastructures de base et de renforcer la légitimité des décisions politiques. Le changement n'est pas spectaculaire, mais il est tangible pour les acteurs concernés. Ces impacts précoces montrent que la rupture n'est pas abstraite. Elle se matérialise par des arbitrages quotidiens, des délais, des coûts et des réajustements stratégiques. Les décisions portées par des dirigeants comme Ibrahim Traoré ne se limitent donc pas à un discours de souveraineté. Elles modifient des équilibres opérationnels précis, là où se crée la valeur réelle. Au fond, une chose se vérifie d'abord sur le terrain, le pouvoir économique se mesure dans l'exécution. Le point de déclenchement n'a pas pris la forme d'une rupture spectaculaire, mais d'une série de décisions coordonnées qui ont modifié le tempo des échanges. Des États africains ont commencé à conditionner l'accès à leurs ressources à des exigences précises: transformation locale, participation nationale, renégociation des termes financiers. Tu vois, ces annonces prises séparément pouvaient sembler techniques. Ensemble, elles ont constitué un signal stratégique clair. La montée en puissance s'est accélérée lorsque ces décisions ont cessé d'être isolées. En Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest et en Afrique australe, des gouvernements ont adopté des positions convergentes sans déclaration formelle de front commun. Cette simultanéité a surpris les partenaires européens, habitués à gérer des négociations bilatérales fragmentées. Les calendriers industriels de l'UE n'ont pas suivi. Les chaînes d'approvisionnement, conçues pour la fluidité et la prévisibilité, ont commencé à accumuler des retards. Au cœur de cette séquence, Ibrahim Traoré a occupé une place singulière. Sans être l'architecte unique du mouvement, il en a été l'un des catalyseurs politiques. Ses prises de position publiques ont donné une cohérence narrative à des décisions dispersées. C'est écrit en affirmant que la souveraineté commence là où l'extraction s'effectue, il a déplacé le débat du terrain technique vers celui du principe. Cette translation a renforcé la portée des actes administratifs en les inscrivant dans une logique de long terme. Le moment de tension maximale est survenu lorsque les marchés ont réagi. La hausse brutale des prix de certaines matières premières n'a pas seulement affecté les coûts, elle a révélé une fragilité structurelle. Des industries européennes, notamment dans l'énergie et les technologies, ont dû revoir leurs projections à court terme. Les gouvernements ont parlé de perturbations temporaires, mais les acteurs privés ont compris que le risque était désormais
politique autant qu'économique. Les répliques sur Boat-on ont ensuite pris des formes multiples. Certaines entreprises ont cherché à accélérer des investissements locaux pour sécuriser leurs approvisionnements. D'autres ont tenté de diversifier leurs sources avec des résultats limités. Parallèlement, des États africains ont engagé des discussions avec de nouveaux partenaires, non pour remplacer un centre de dépendance par un autre, mais pour élargir leur marge de manœuvre. Cette phase n'a pas été homogène. Elle a été marquée par des ajustements, des hésitations et des arbitrages parfois contradictoires. Ce qui distingue cette séquence des crises précédentes, c'est sa persistance. Il ne s'agit pas d'un choc ponctuel destiné à être absorbé, mais d'un enchaînement de décisions qui s'auto-renforcent. Ibrahim Traoré, en maintenant une ligne constante malgré les pressions, a contribué à ancrer cette dynamique dans le temps politique. La ligne des événements montre ainsi une transformation progressive, d'un geste initial mesuré à une reconfiguration durable des rapports de force. Avant ces décisions, le fonctionnement des marchés reposait sur une hypothèse implicite. L'offre africaine resterait stable, quelles que soient les contations politiques. Après les annonces de ce pushman de suspension et de renégociation, cette hypothèse a été invalidée et l'écart s'est immédiatement matérialisé dans les chiffres. Un premier indicateur se lit dans le cobalt. À la suite de la décision congolaise de conditionner ses exportations, le prix mondial du cobalt a augmenté de 220% en quelques jours. En tant que jour. Cette variation ne reflète pas une pénurie physique instantanée, mais une réévaluation brutale du risque politique. Les acheteurs ont compris que l'accès à ce métal stratégique n'était plus garanti par défaut. Autrement dit, le marché a intégré la souveraineté comme une variable nouvelle. Un deuxième indicateur apparaît du côté de l'énergie. Après le changement de modalité contractuelle imposé par le Nigeria, les coûts énergétiques ont augmenté de 15% dans certaines régions européennes. Ce chiffre, limité géographiquement, est néanmoins révélateur. Il montre que la dépendance ne concerne pas uniquement les volumes importés, mais aussi les conditions de paiement et de règlement. Lorsque ces paramètres changent, l'effet se diffuse rapidement dans les économies consommatrices. Un troisième indicateur concerne l'or. La suspension des exportations d'or brut non raffiné par le Ghana a entraîné une hausse de 18% des prix internationaux. Là encore, l'enjeu dépasse la valeur du métal lui-même. Cette augmentation signale que la transformation locale, longtemps perçue comme une ambition politique, produit désormais un effet mesurable sur les marchés mondiaux. Le prix intègre la perspective d'une offre plus rare à court terme, mais aussi d'une chaîne de valeur déplacée. Pris isolément, chacun de ces chiffres pourrait être interprété comme un ajustement conjoncturel. Ensemble, ils dessinent une tendance plus structurante. Le passage d'un modèle d'exportation passive à un modèle conditionnel a modifié les anticipations des acteurs économiques. Les marchés ne réagissent pas seulement à ce qui est produit, mais à qui contrôle la décision de produire et d'exporter. Cette lecture quantitative met également en lumière un paradoxe. Plus les pays africains affirment leur souveraineté sur les ressources, plus ils deviennent centraux dans les calculs économiques mondiaux. La hausse des prix ne traduit pas un affaiblissement de leur position, mais au contraire, une reconnaissance implicite de leur pouvoir de négociation. Ce pouvoir, longtemps sous-estimé, apparaît désormais dans les courbes et les indices. Enfin, ces écarts chiffrés expliquent pourquoi le débat ne peut plus être réduit à une opposition idéologique.
Les décisions politiques ont franchi le seuil où elles produisent des effets mesurables, observables et difficilement réversibles. C'est à ce moment précis que la souveraineté cesse d'être un discours pour devenir une donnée économique. Les critiques du mouvement de souveraineté africaine avancent deux arguments principaux. Le premier affirme que cette stratégie comporte un risque élevé d'isolement économique. Or, en durcissant les conditions d'accès aux ressources, les pays africains pourraient décourager les investisseurs, ralentir les flux de capitaux et fragiliser des économies déjà exposées à des chocs externes. Selon cette lecture, la dépendance serait simplement déplacée, non supprimée, avec un coût immédiat pour la croissance et l'emploi. Le second argument soutient que l'Afrique s'expose à une nouvelle forme de dépendance, cette fois envers des partenaires non européens. En se tournant vers l'Asie ou le Moyen-Orient, les États africains pourraient recréer des relations asymétriques similaires à celles du passé. Les sceptiques soulignent que le déséquilibre technologique et financier demeure, quel que soit le partenaire, et que le rapport de force reste structurellement défavorable. Ces objections sont cohérentes et reposent sur des précédents historiques réels. Cependant, elles omettent un élément clé observable dans la dynamique actuelle. Contrairement au cycle passé, les décisions récentes ne reposent pas sur une substitution rapide d'alliances, mais sur une diversification contrôlée. Les États africains ne rompent pas avec un partenaire pour s'aligner sur un autre. Ils introduisent des conditions qui élargissent leurs options. Les données issues des renégociations montrent que les exigences portent moins sur l'exclusivité que sur la transformation locale et la participation nationale. Cette différence est cruciale. Elle signifie que l'objectif n'est pas de capter des rentes à court terme, mais de déplacer progressivement le centre de création de valeur. Dans ce cadre, la dépendance devient plus coûteuse pour les partenaires externes que pour les pays producteurs. Par ailleurs, l'argument de l'isolement néglige la réaction observable des marchés. L'augmentation des prix et les ajustements industriels indiquent que la demande demeure forte. Les ressources africaines restent indispensables, ce qui limite la capacité des acteurs extérieurs à se retirer durablement. Le levier n'est donc pas moral ou idéologique, mais structurel. Ainsi, le débat ne porte pas sur la faisabilité de la souveraineté, mais sur sa vitesse et sa coordination. Le risque existe, mais il est désormais encadré par un rapport de force plus équilibré qu'auparavant. C'est ces évolutions, plus que les discours, qui fragilisent les objections traditionnelles. On peut dire que le centre de gravité a changé. Ce qui modifie réellement la situation n'est pas l'ampleur immédiate des décisions africaines, mais leur synchronisation implicite. Plusieurs États ont agi sans coordination formelle, pourtant les effets se sont additionnés comme s'il existait une stratégie commune. Ce phénomène marque une rupture avec le passé, où chaque initiative isolée était facilement contenue ou neutralisée. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un révélateur plutôt qu'un chef d'orchestre unique. En articulant publiquement un lien direct entre extraction, dignité et souveraineté, il a fourni un cadre interprétatif partagé. Ce cadre a permis à des décisions techniques, parfois administratives, de prendre une dimension politique lisible pour les marchés et les partenaires internationaux. Le message n'était pas négociable dans son principe, seulement dans ses modalités. La révélation centrale tient donc à cette bascule cognitive. Les acteurs extérieurs et hommes ont longtemps perçu l'Afrique
comme un ensemble de fournisseurs fragmentés, incapables de maintenir une ligne durable face aux pressions. Or, les événements récents montrent l'inverse. Même sans avoir institution unique, une convergence d'intérêts peut produire un effet d'homme systémique. Les marchés ont réagi non pas à une annonce précise, mais à la perception d'un changement irréversible. Ce moment médian redéfinit la suite du récit. Il ne s'agit plus de savoir si les décisions africaines auront un impact, mais jusqu'où cet impact peut aller avant de forcer une recomposition plus large des relations économiques. Ibrahim Traoré, en maintenant une cohérence discursive malgré les critiques, contribue à stabiliser cette nouvelle lecture du rapport de force. À partir de ce point, le débat quitte le registre de l'exception pour entrer dans celui de la normalité émergente. Pour les États africains, les effets se manifestent d'abord sur le plan institutionnel. La capacité à imposer des conditions sur l'exportation des ressources renforce la crédibilité politique des gouvernements face à leurs administrations et à leurs opinions publiques. Cette crédibilité facilite ensuite des arbitrages budgétaires plus ambitieux, notamment en faveur des infrastructures et de la transformation locale. Et dans ce contexte, les prises de position d'Ibrahim Traoré servent de référence symbolique, en montrant qu'une ligne ferme peut produire des marges de manœuvre réelles. Toutefois, ces gains restent conditionnés à la stabilité politique et à la capacité de coordination régionale. Pour les entreprises, en particulier européennes, la conséquence immédiate est l'augmentation de l'incertitude stratégique. Les modèles d'approvisionnement sont fondés sur la prévisibilité et le faible coût sont remis en question, obligeant les directions à revoir leurs horizons de planification. Certaines entreprises choisissent d'investir localement pour sécuriser l'accès aux ressources, tandis que d'autres cherchent à diversifier leurs sources, souvent à des coûts de fuite plus élevés. Cette adaptation n'est pas uniforme et crée des écarts de compétitivité entre acteurs capables de s'ajuster rapidement et ceux qui restent dépendants de l'ancien modèle. À moyen terme, la relation avec l'Afrique devient moins transactionnelle et davantage partenariale, du moins en apparence. Pour les populations africaines, les effets sont plus graduels, mais potentiellement structurants. La transformation locale des ressources ouvre des perspectives d'emploi et de formation qui n'existaient qu'en pas lorsque l'extraction se limitait à l'exportation brute. Les, les recettes fiscales supplémentaires, encore modestes, commencent à être visibles dans certains services publics et projets locaux. Néanmoins, ces méfaits restent inégalement répartis et dépendent fortement de la gouvernance nationale. Le discours porté par Ibrahim Traoré résonne dit comme une promesse, celle d'un lien direct entre souveraineté économique et amélioration des conditions de vie, promesse qui devra être tenue dans la durée. Pour la communauté internationale, enfin, les conséquences sont systémiques. Les marchés mondiaux intègrent désormais l'Afrique comme un acteur décisionnel et non plus comme une variable passive de l'offre. Cette reconnaissance modifie les équilibres géopolitiques, notamment dans les négociations liées à la transition énergétique et aux matières premières critiques.
Les institutions internationales sont confrontées à un dilemme: adapter leur cadre de coopération ou risquer une marginalisation progressive. Dans ce paysage recomposé, la posture incarnée par Ibrahim Traoré contribue à déplacer les lignes du débat, en rappelant que la souveraineté n'est plus une revendication périphérique, mais un paramètre central. Ces quatre niveaux d'impact montrent chaque que la rupture autonomie ne produit pas un effet unique, mais une série de transformations imbriquées. Chaque acteur y gagne ou y perd selon sa capacité d'adaptation. La question n'est donc plus de savoir si le changement est réel, mais comment chacun choisira d'y répondre. Dans un scénario de base, la dynamique actuelle se prolonge sans accélération brutale. Les États africains maintiennent leurs exigences sur la transformation locale et la renégociation contractuelle, tandis que les partenaires extérieurs s'adaptent progressivement. Si cette trajectoire se confirme, alors les marchés intégreront durablement un niveau de risque plus élevé mais maîtrisable. Les relations avec l'Europe ne se rompent pas. Alors, طبعاً, elles se redéfinissent autour de compromis pragmatiques. Ça, mais la souveraineté OASC avance par ajustements successifs sans rupture frontale. Dans un scénario optimiste, la coordination africaine s'intensifie. Si les gouvernements parviennent à harmoniser leurs politiques et à sécuriser les investissements technoproductifs, alors la transformation locale des ressources s'accélère. Des chaînes de valeur commencent à se déplacer vers le continent, créant des effets des caisses d'entraînement sur l'emploi et la stabilité budgétaire. Dans cette configuration, les partenaires internationaux sont contraints de reconnaître l'Afrique comme un pôle économique structurant et non plus comme un simple fournisseur. Le rapport de force s'équilibre plus rapidement que prévu. À l'inverse, un scénario défavorable ne peut être exclu. Si les divergences internes s'accentuent et sur les journées, ou si certaines décisions sont mal exécutées, alors la dynamique peut se fragmenter. Celle où les politiciens de la Liga et Thomas, sa partenaires extérieurs, exploiteraient ces failles pour réimposer des accords asymétriques, recréant une dépendance sous une autre forme. Les bénéfices attendus seraient retardés, voire annulés, et la crédibilité politique des dirigeants en serait affectée. Ces trois trajectoires reposent sur une même variable clé: la capacité à transformer une posture politique en mécanismes opérationnels cohérents. Si cette capacité se confirme, alors la souveraineté devient un processus cumulatif, sinon elle risque de rester un moment symbolique. C'est dans cet intervalle encore ouvert que se joue l'équilibre des mois à venir. Pour certains les citoyens africains, ces évolutions ne se traduisent pas immédiatement par une amélioration uniforme du quotidien, mais elles modifient les attentes. Là où l'exploitation des ressources était perçue comme lointaine et abstraite, la transformation locale rend les décisions plus visibles. Les DBO portent davantage sur l'usage des recettes, la création d'emplois et la responsabilité des autorités. Cette proximité nouvelle renforce la pression sociale pour que la souveraineté économique produise des bénéfices concrets et mesurables. Pour les travailleurs et les jeunes diplômés, l'enjeu est celui des opportunités. Le développement d'infrastructures industrielles locales ouvre des perspectives dans des secteurs jusque-là limités. Formation technique, ingénierie, logistique ou services connexes deviennent des champs d'investissement humain. Toutefois, ces opportunités restent assez conditionnées à la capacité des États
à structurer des politiques éducatives et à éviter que la valeur ajoutée ne soit captée par une minorité. L'espoir existe, mais il s'accompagne d'une exigence accrue de résultats. Pour les acteurs économiques extérieurs, la situation impose un changement de posture. Les entreprises qui considéraient l'Afrique comme une simple zone d'approvisionnement doivent désormais intégrer une dimension politique plus affirmée. Les partenariats ne peuvent cranter plus se limiter à l'accès aux ressources. Ils doivent inclure le transfert de compétences, la participation locale et une visibilité à long terme. Ceux qui anticipent cette évolution disposent d'un avantage stratégique clair sur ceux qui la subissent. Enfin, pour le public international, ce moment il invite à une relecture plus large des relations nord-sud. La question n'est pas plus seulement celle de l'aide ou de la coopération, mais celle de l'équilibre et de la reconnaissance mutuelle. Observer ces transformations, c'est comprendre que les décisions prises aujourd'hui en Afrique influencent déjà les choix industriels, énergétiques et politiques intérieurs. Ces différents publics sont liés par une même réalité. Le changement en cours n'est pas abstrait. Il touche des trajectoires individuelles, des stratégies collectives et des perceptions durables. La manière dont chacun s'y adapte déterminera en grande partie l'issue de cette transition. La première étape consiste à clarifier le cadre décisionnel. Les États doivent définir précisément qui décide, sur quel périmètre et avec quels indicateurs de suivi. Cette clarté réduit l'incertitude pour les partenaires et limite les interprétations opportunistes. Dans cette phase, l'approche défendue par Ibrahim Traoré met l'accent sur la cohérence entre discours public et actes administratifs, condition essentielle pour instaurer la confiance sans renoncer à la fermeté. La deuxième étape repose sur l'ancrage opérationnel. Il s'agit de traduire les principes de souveraineté en mécanismes mesurables. Obligation de transformation locale, participation nationale au capital, calendrier de mise en œuvre et contrôles indépendants. Dernier, chaque mesure doit être associée à un critère simple d'évaluation afin d'éviter que les engagements ne restent symboliques. Cette discipline d'exécution détermine la crédibilité du processus. La troisième étape concerne la gestion des partenariats. Plutôt que de multiplier les accords, les gouvernements gagnent à sélectionner des partenaires capables d'investir sur le long terme. L'objectif n'est pas la substitution rapide d'alliances, mais l'élargissement des options. Dans ce cadre, la ligne portée par Ibrahim Traoré insiste sur l'équilibre. Coopération ouverte, mais conditions non négociables sur la valeur ajoutée locale. La quatrième étape vise le retour vers les populations. Les recettes issues de cette nouvelle approche doivent être visibles dans des délais raisonnables, à travers des projets identifiables et évaluables. Sans ce retour tangible, la légitimité politique de la souveraineté économique s'érode. La pédagogie publique devient alors aussi importante que la décision elle-même. Enfin, la dernière étape relève de la coordination régionale. Même informelle, elle permet d'éviter l'isolement et de renforcer l'effet systémique des décisions nationales. Lorsque plusieurs États avancent dans la même direction, la marge de manœuvre collective augmente. C'est dans cette logique cumulative que la vision d'Ibrahim Traoré trouve sa portée la plus durable. Cette feuille de route ne garantit pas le succès, mais elle réduit les risques de dispersion,
Elle transforme une posture politique en processus structuré, capable de résister aux pressions externes comme aux fragilités internes. Au fil du récit, un même motif revient, discret, mais c'est constant, la porte de la mine comme frontière symbolique. Ce lieu, longtemps invisible dans les débats internationaux, est devenu le point de départ d'une redéfinition plus large. Ce n'est pas un slogan, mais une image opératoire qui relie décisions politiques, effets économiques et attentes sociales. Ibrahim Traoré a su cristalliser ce motif en le rendant compréhensible au-delà des cercles spécialisés. En parlant d'extraction, il parle aussi de contrôle, de dignité et de choix collectifs. Cette capacité à relier un geste concret à une vision plus large explique pourquoi son discours dépasse le cadre du Burkina Faso. Il offre un langage commun à des trajectoires nationales différentes sans les uniformiser. Le rappel essentiel est la souveraineté ne se proclame pas, elle se construit par une série d'actes cohérents. Chaque contrat renégocié, chaque exigence de transformation locale, chaque arbitrage assumé renforce ou affaiblit cette construction. L'émotion ne vient pas de la confrontation, mais de la possibilité réelle d'un changement durable. On peut résumer l'enjeu en une phrase simple. Le pouvoir commence là où la décision est tenue. Cette phrase renvoie à la responsabilité des dirigeants, mais aussi à celle des sociétés qui les soutiennent ou les contestent. La trajectoire reste ouverte, mais le point de non-retour semble déjà franchi. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement un continent ou un cycle économique. La redéfinition des relations entre l'Afrique et ses partenaires oblige chacun à reconsidérer ses repères habituels. Les notions de dépendance, de coopération et de souveraineté ne peuvent plus être abordées comme avant, car les rapports de force ont évolué de manière visible. Et pour les acteurs internationaux, ce moment impose une réflexion stratégique, s'adapter à une Afrique décisionnaire ou persister dans des schémas devenus obsolètes. Pour les sociétés civiles, cette transition soulève aussi des questions de responsabilité. Comment s'assurer que les gains issus de la souveraineté économique se traduisent en progrès social durable? Comment éviter que la concentration du pouvoir ne reproduise de nouvelles formes d'inégalité? Ces interrogations, ne concernent pas seulement les nations, encore les gouvernements, mais l'ensemble des acteurs impliqués dans les échanges mondiaux. Enfin, pour l'observateur extérieur, ce mouvement invite à dépasser les lectures simplistes. Il ne s'agit ni d'un rejet du monde, ni d'un repli stratégique, mais d'une tentative de rééquilibrage. Comprendre cette nuance est essentiel pour anticiper les transformations à venir. La question